Merci de nous rejoindre sur la télévision togolaise pour le journal, dont voici les grandes articulations. Purifier le Togo à travers sacrifices et prières pour le repos des âmes en peine et retrouver ainsi un pays uni et réconcilié. C'est l'objectif des cérémonies de purification nationale, une des recommandations de la CVJR. Et ce jeudi, ce sont les adeptes des religions traditionnelles qui ont ouvert le bal. Doucement mais sûrement, le Togo gagne son combat contre le VIH-Sida. Une bonne nouvelle qui résume les résultats contenus dans la revue annuelle de l'année 2016 rendue publique ce jeudi par le Conseil national de lutte contre la pandémie. Voilà pour les titres. Une fois encore, bonsoir. Le bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest de l'Organisation internationale de la francophonie a un nouveau directeur. Et ce matin, Eric Adja est allé présenter ses civilités au président de l'Assemblée nationale et également échanger avec lui sur l'organisation en novembre prochain de la conférence de son institution à Lomé. Et à sa suite, une autre présentation de civilité. Le chef du Parlement Dama Dramani a reçu dans son bureau une délégation de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption, conduite par son président Essorana Wiao. Les membres du bureau qui viennent de prendre fonction sont allés discuter du contenu de leur cahier de charge avec le président de l'Assemblée nationale. Nous écoutons toutes ces personnalités au micro de Émilie Simba et Arnaud Kilou. C'est d'abord une visite de courtoisie afin de présenter mes civilités au président de l'Assemblée nationale du Togo. Ensuite, il s'est agi pour nous de féliciter le Parlement togolais, qui est l'un des plus actifs, l'un des plus dynamiques au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, une des institutions qui dépend de notre organisation. Et il s'agissait aussi d'exprimer au président notre disponibilité à renforcer la collaboration entre l'OIF et l'Assemblée nationale du Togo, qui s'est enrichie au fil des années avec différentes collaborations et différents partenariats qui ont été construits par mes collègues et par mes prédécesseurs. J'ai été très satisfait de l'accueil du président de l'Assemblée nationale parce que votre pays a cette légendaire qualité de l'hospitalité, une hospitalité qui va se manifester encore dans les prochains mois avec la conférence ministérielle de la francophonie que le Togo va abriter au mois de novembre. Et j'ai réitéré auprès du président de l'Assemblée les remerciements de Mme Michaël Jean, la secrétaire générale de la francophonie, et de M. Adama Wan, l'administrateur, pour toute l'écoute dont nous bénéficions de la part des autorités togolaises dans le cadre de la coopération entre votre pays et notre organisation. Nous sommes venus rendre une visite de courtoisie au président de l'Assemblée nationale pour plusieurs raisons. La première, c'est pour nous un devoir de venir rendre visite au président d'une grande institution qu'est l'Assemblée nationale. Ensuite, notre démarche est une démarche de reconnaissance à l'égard de Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, parce que la loi du 28 juillet 2015 qui crée la haute autorité est leur œuvre. Ensuite, parmi les 7 membres de la haute autorité, 2 sont désignés par le Président de l'Assemblée nationale. Nous sommes donc venus lui exprimer notre profonde reconnaissance pour sa contribution à notre existence. Nous sommes venus nous équiper de ces sages conseils. Actuellement, nous sommes à la phase d'installation. Le gouvernement nous a attribué un immeuble qui est à Kégué, en face du stade, pour servir de siège pour la haute autorité. L'aménagement est fin prêt et nous attendons dans quelques jours les équipements pour que nous puissions nous installer officiellement et démarrer la mission qui nous a été confiée. Et on en vient au premier titre de cette édition. C'est parti. Le ton est donné aux cérémonies de purification du Togo telles que recommandées par la CVJR. À Lomé, les prêtres vaudous se sont retrouvés au carrefour d'Agouenivé
puits en bordure de la lagune de Baie pour des libations et sacrifices. Ils ont invoqué les mânes des ancêtres afin que ceux-ci apaisent les cœurs meurtris et facilitent le repos des âmes. Aussi bien à Goué qu'à Baie, les garants des us et coutumes ainsi que les prêtres vaudous restent confiants quant à l'effectivité de la purification du Togo par ce acte qui vient en prélude à l'étape de réparation. Ferdinand Diassoa, Pierre Soussoupo pour le compte-rendu. Un bélier, un coq, de l'eau bénite par les adeptes de la forêt sacrée, le tout ici présenté aux ancêtres. La cérémonie de purification commence avec la libation. Le prêtre invoque les ancêtres et les dieux de la terre afin que leurs offrandes soient acceptées. Puis vient l'immolation, des bêtes sacrifiées pour implorer la miséricorde et la paix des ancêtres sur la terre de nos aïeux, conformément au messager des oracles consulté quelques jours avant. On a donné à manger aux morts, on a donné à manger au fleuve, on a donné à manger à Doulegba, qui est le grand fétiche du canton de Baie. Le sacrifice est fait. Les vieilles de la forêt sacrée, sous le regard bienveillant de Toli, ce golem protecteur, peuvent jubiler. Signe que leurs prières sont exaucées. À une dizaine de kilomètres de là, au carrefour Leader-Presse d'Agonivé, les mêmes rituels sont observés. Les sacrificateurs et les adeptes ont accordé leur voix pour la même cause. Une prière dans laquelle les symboliques utilisées ont chacun un sens. Et au terme des cérémonies, le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale reste confiant. Une étape franchie. Le Togo est purifié. Inch'Allah. Merci. La cérémonie est observée sur l'ensemble du territoire national. Elle devra faire taire les esprits mauvais, mieux conjurer ceux qui détruisent et désunissent, selon les prêtres, et faire surtout reposer les âmes des victimes décédées qui errent et qui peut-être planent encore sur ces sources. Et Pierre Soussoupo l'a dit, des cérémonies qui se sont déroulées simultanément dans toutes les préfectures des régions du pays, comme c'était le cas à Pagouda, Niamtougou et Kanté dans la région de la Kara. La correspondance de Nestor Mozo sur place. Chefs, prêtres traditionnels et autorités locales de la Bina réunis pour la même cause, celle des cérémonies de purification. Un coq blanc et un bélier blanc également, comme offrande aux dieux pour leur demander de pacifier le pays, d'inspirer les Togolaises et les Togolais à taire leur rancœur née des violences politiques et communautaires de 1958 à nos jours pour se réconcilier et s'occuper véritablement du développement du pays. Ce que nous avons reçu comme peine dans nos cœurs au moment où nous avons traversé des problèmes partout au Togo, nous sommes venus aujourd'hui pour essayer d'éteindre ce feu-là dans nos cœurs. Et les purifications que nous venons de faire ici, les cérémonies ont réussi. Vous avez vu comment notre poule, la blanche,
a sursauté ici. Nous adhérons toujours pour la réussite totale de la paix chez nous, à la préfecture de la Bina ici. Les cérémonies de purification du pays constituent la recommandation numéro 47 de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Cette recommandation et d'autres sont mises en œuvre par le HCROUN, Haut Commissariat à la Réconciliation et au renforcement de l'unité nationale. Après plusieurs rapports au gouvernement, le gouvernement donc a fait diligence et des mesures ont été prises afin que le HCROUN soit accompagné et que cette cérémonie ait lieu à travers tout le pays. C'est l'occasion de remercier donc le gouvernement et particulièrement le garant institutionnel de la mise en œuvre des recommandations de la CVJR, c'est-à-dire le garant moral et institutionnel. Je veux parler du chef de l'État. Remercier pour toutes les mesures qui ont été prises. C'est des pratiques qui sont propres à nous les Togolais. En pareille circonstance, c'est ce que nous faisons pour conjurer le mal. Je crois que c'est le mal que nous venons de conjurer. Même cérémonie dans les chefs-lieux de préfecture de la région de la Kara, sauf dans la Kosa. Cette préfecture a une spécificité. Les cérémonies de ce genre ne se font pas les jeudis, raison pour laquelle les rituels de purification ont été reportés au samedi prochain. Jeudi, les cérémonies de libation ont également eu lieu pour les praticiens de culte traditionnel à Tchaoudjo, dans la région centrale. Ils ont invoqué les ancêtres afin que ceux-ci intercèdent auprès des dieux pour la réconciliation et la paix au Togo. La correspondance dans la région centrale avec la marque Boudjouna. C'est par ces invocations que les adeptes du vaudou de la préfecture de Tchaoudjo ont imploré la faveur des membres des ancêtres pour la purification du Togo. Le pays a connu de 1958 à nos jours des violences avec des pertes en vies humaines. Ces cérémonies d'immolation de bêtes des adeptes de vaudou à l'EPP Pangalam central veulent invoquer les divinités protectrices pour le repos des âmes disparues et pour la paix dans le pays. Une cérémonie saluée par la chefferie traditionnelle. La CVJR avait recommandé à la nation de célébrer de pareilles cérémonies pour la réconciliation. Le HCROUN est en train de l'exécuter sur instruction du gouvernement. Nous voudrons saisir cette occasion pour remercier le chef de l'État pour avoir pensé à de pareilles cérémonies pour le repos des âmes de tous ceux qui ont perdu la vie pour l'indépendance, pour les différents scrutins qui ont eu lieu dans ce pays. Ce n'est pas bien que demain on laisse aux générations futures un Togo délabré. Le chef de l'État a voulu que nous fassions de pareilles cérémonies pour entamer la vraie réconciliation. Si les morts se reposent bien, eh bien, nous les vivants, nous serons très bien bénis. Donc c'est réfléchi, c'est sage. Mise en œuvre par le HCROUN dans le cadre des recommandations de la CVJR, le préfet de Tchaoudjo, le colonel Mompion Matiendou, a appelé tous ceux qui étaient présents à faire de cette volonté du gouvernement une réalité pour que la paix, l'unité nationale et la réconciliation puissent régner sur la terre de nos aïeux. Et ces cérémonies ont également été observées dans la région des plateaux et celle des savanes. Nous y reviendrons dans de prochaines éditions. Et sachez que les cérémonies de purification se poursuivent donc, et ce jusqu'au 9 juillet, au dimanche 9 juillet 2017. Demain, vendredi 7 juillet, place à la communauté musulmane avec la prière qui sera dite à la grande mosquée à côté de la grande poste à Lomé à 12h30. Dimanche 9 juillet 2017, culte protestant et messe catholique à l'Estao à Atikoumé à partir de 8h30. Et c'est un communiqué du HCROUN, le Haut Commissariat à la Réconciliation et au renforcement de l'unité nationale. Le Togo veut donner une nouvelle image à l'enseignement professionnel des jeunes. Et la stratégie trouvée est la technique duale. Elle fait d'ailleurs l'objet d'un échange depuis ce matin entre les acteurs de cet enseignement au Togo. Dodo Harry pour des précisions.
Le Togo veut faire de la formation professionnelle un levier de développement en optant pour la formation duale capable d'impulser significativement la croissance économique du pays. Les différents acteurs de la formation professionnelle sont à l'œuvre ici pour l'élaboration d'un schéma directeur qui prend en compte le développement du système de formation professionnelle duale au Togo. La formation de type dual, c'est un système qui est pratiqué ailleurs, notamment en Allemagne, et qui a permis à ce pays d'émerger dans le monde comme une puissance économique. C'est pour cela que nous avons estimé que nous avons tout intérêt à nous adapter à ce système, de le prendre en compte, de l'introduire dans notre sous-secteur, de façon à pouvoir permettre aux jeunes d'avoir une formation de qualité, des compétences avérées qui les mettent dans la capacité soit de créer leur propre entreprise ou bien de s'insérer dans le monde de l'emploi avec toutes les chances de réussite. La phase expérimentale de ce type de formation se déroulera dans 3 villes, notamment Thiévié, Kbalimé et Sokodé, et sera financée par la GIZ. Elle cible en particulier 5 métiers artisanaux, notamment la mécanique à 2 roues, la mécanique auto, la couture, l'électricité, le bâtiment et la menuiserie bois. Et quand nous avons recommencé avec la coopération germano-togolaise en 2012, les 2 gouvernements se sont accordés de faire de la formation professionnelle une des grandes pistes de notre coopération. Quand je suis arrivé au Togo il y a 2 ans, je suis sorti pour aller un peu au nord. Et quand je suis rentré vers Lomé, j'ai vu tous les jeunes gens qui sortent de l'école pour rentrer chez eux. Et j'ai vraiment réalisé l'importance de la formation professionnelle. Parce que tout le monde le sait, ce ne sont pas tous les jeunes gens-là qui peuvent être cadres des grandes institutions de la République. Donc il faut une formation professionnelle pour leur assister d'avoir une vie productive et pour aussi réaliser les ressources humaines du Togo. Les réformes qu'entreprend le gouvernement dans le système de l'éducation et dans la formation professionnelle des jeunes constituent un levier de création d'emplois et de réduction de la pauvreté. Je vous le disais également en titre, depuis 5 ans, le secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les IST produit régulièrement un rapport annuel de ses activités en programme. Et le rapport est élaboré avec le concours de tous les acteurs impliqués et ce rapport permet d'évaluer l'atteinte des objectifs et indicateurs fixés pour l'année. La revue annuelle des activités de 2016 a été lancée ce matin à Lomé. Que faut-il en retenir? Emmanuel Kalgora et Medina Salami nous répondent. Le VIH-Sida reste toujours une priorité en termes de santé au Togo, malgré les avancées de la riposte ces dernières années. Pour mettre fin à cette épidémie d'ici à 2030, comme le recommande l'objectif 3 des ODD, le Togo a élaboré son plan stratégique 2016-2020. Après 1 an de mise en œuvre, les résultats sont encourageants. Plus de 80% de femmes enceintes dépistées, dont 9 sur 10 ont reçu des ARV. On a une réduction de à peu près de 80% de taux de transmission du VIH chez les enfants de 0 à 14 ans. Ce qui montre l'efficacité de notre programme de prévention de transmission mère-enfant. Surtout que depuis 2014, le pays a adopté un plan d'élimination de transmission mère-enfant. Et ça, c'est vraiment un résultat important pour nous, parce qu'on veut arriver en 2020 pour avoir une génération sans sida. Et ça commence chez les enfants et on commence par avoir des résultats. C'est pour ça qu'on veut continuer à pousser sur la PTME en matière de prévention. Mais évidemment, on a des moins bons résultats en matière de traitement parce qu'on n'a qu'une PVVIH sur 2 au Togo qui est sous ARV, donc on a un taux de couverture de 50%. Et il faut arriver à 90% en 2020. Donc on est encore loin de l'objectif. Et ces PVVIH aussi n'ont pas accès à un examen important qu'on appelle charge virale pour mesurer le taux de virus dans le sang, pour mesurer l'efficacité du traitement. Donc ça, on a beaucoup de progrès en matière de traitement à faire. C'est pour ça qu'on fait des plaidoyers pour mobiliser des ressources, parce que les médicaments coûtent cher. Il faut avoir des ressources financières, acheter des médicaments,
surtout que l'État, depuis 2008, a décrété la grâce des ARV. Mais chaque année, il faut quand même mobiliser des ressources, acheter des ARV pour mettre à disposition de ces médicaments à nos populations. Surtout qu'on a des bons résultats en matière de taux de décès. Quand les gens prennent les ARV, le taux de décès baisse énormément. Mais on a quand même beaucoup de défis à réaliser en matière de traitement des personnes vivant avec le VIH au Togo. Tous ces résultats grâce au leadership du président de la République, président du CNLS. Vous savez que c'est le chef de l'État qui est le président du CNLS et que toutes les grandes initiatives sortent de la présidence. Et nous sommes très heureux que le président s'implique personnellement dans toutes les activités qui ont été menées et tout ce que nous avons comme proposition à faire, ça vient de la présidence pour soutenir ce combat-là, pour atteindre nos objectifs d'ici 2030, l'objectif de faire un monde sans sida. C'est depuis 2012 que le Togo vise une génération sans sida en 2020. Pour y arriver, il faut éliminer la transmission chez l'enfant et réduire les nouvelles infections. Les recommandations de ces travaux permettront de consolider les actions afin d'accélérer le rythme vers 2020. Économie à présent avec la deuxième réunion du Conseil national de crédit de la BCEAO ce matin à Lomé. Une deuxième session pour cette année 2017 qui a permis aux membres du Conseil d'examiner la situation économique et monétaire du Togo, de faire le point sur les financements de l'économie et surtout l'état des lieux des systèmes financiers décentralisés, les institutions de microfinance. Les précisions avec Mathias Touglou et Luc Assi. L'activité économique au Togo connaît un regain de dynamisme assorti d'un taux de croissance révisé à la hausse, 5,3% pour l'année 2017. Et le taux de financement de l'économie est estimé à 38%, soit le plus élevé de l'espace UEMOA. Cette augmentation du taux de croissance a été portée par le secteur tertiaire et les activités agricoles. L'activité d'intermédiation des banques s'est accrue. Il y a eu une augmentation des dépôts et une augmentation aussi des crédits à l'économie. Ceci se passe bien sûr dans un contexte de situation, disons, de maîtrise de l'inflation et aussi de maîtrise des finances publiques, notamment de la rigueur budgétaire et de maîtrise aussi de la dépense publique. Nous continuons à encourager les banques à poursuivre dans cet élan pour plus de soutien à notre économie, de sorte à concrétiser la vision du chef de l'État qui veut une croissance inclusive au profit de toute la population. Le Conseil national du crédit a également examiné les taux de dégradation du portefeuille des banques et des systèmes financiers décentralisés qui demeurent toujours élevés. Il a donc proposé à la BCEAO l'accélération de la mise en œuvre effective du Bureau d'information sur le crédit BIC qui devrait permettre d'inverser la situation. Le cadre opérationnel du dispositif de soutien au financement des petites et moyennes entreprises PME était aussi au cœur des échanges. Dans le reste de l'actualité, en bref, au Mali, face à la mobilisation de l'opposition et de la société civile, le projet de référendum constitutionnel prévu pour le 9 juillet dernier a été reporté sine die. L'opposition demande cette fois à la Cour constitutionnelle de rendre un avis sur, selon elle, l'inconstitutionnalité de ce projet, arguant notamment que le référendum ne pourra se tenir dans le nord du pays. Retour en page nationale et nous vous annoncions l'octroi de matériel didactique pour les professeurs et étudiants en droit et sciences économiques à l'université de Lomé. Eh bien, sachez que ce geste de la présidence de l'institution est une phase du processus de réforme enclenché dans le temple du savoir avec pour seul objectif l'épanouissement des apprenants. Et à ces conditions s'ajoute la quiétude et l'ordre qui devront régner sur le campus, mission dévolue à la COPUL, corps de police de l'université de Lomé, qui voit également ses capacités renforcées en matériel de travail. Tabitha Akakbo, Sonia Amini. La sécurité des étudiants sur le campus universitaire ainsi que les infrastructures préoccupent la présidence de l'université.
C'est dans ce contexte que le corps de la police universitaire a été doté d'équipements afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle. Nous venons de recevoir 12 paires de menottes et 30 bâtons pour l'intervention et 30 matraques tonfa que vous voyez en T et les torches et pour travailler la nuit. Bon, donc et puis les porte-matraques et puis les 4 motos que vous voyez et la voiture pour intervenir et patrouiller sur le campus, les coins et les recoins du campus. Depuis quelque temps, l'Université de Lomé s'est engagée à définir un nouveau cadre pédagogique à travers la rénovation de ses infrastructures. Un chantier qui touche tous les secteurs de la vie universitaire avec l'aménagement des espaces verts. Toutes ces actions s'inscrivent dans la modernisation de l'Université de Lomé afin de la rendre plus attrayante et compétitive. Et avant d'être étudiants, les apprenants doivent passer par le primaire et ils devront apprendre dans de meilleures conditions. Conditions que leur offre la Fondation Nana Année 15 à travers une remise officielle de table-banc aux établissements scolaires de la préfecture des Lacs. Le compte rendu avec Lucky Assis. Le programme 2000 tables-bancs pour les collèges et lycées de la préfecture des Lacs connaît son épilogue avec l'exécution de la phase 2. Une deuxième et dernière phase qui a permis d'octroyer 1000 tables-bancs à 45 établissements scolaires dans 8 cantons de la préfecture. Un lot de 1000 tables-bancs avait déjà été remis en février dernier. Ce projet qui couvre seulement l'année scolaire en cours a pour ambition de résoudre le problème de confinement des élèves dans les salles de classe afin de leur offrir de meilleures conditions d'études. C'est un sentiment de joie qui nous anime en ce moment. Les gens peuvent donner des tables-bancs 50, 40, 100, mais aller jusqu'à 2000 tables-bancs. Sa Majesté et sa Fondation sont à féliciter. Et ils sont même à honorer, puisqu'il n'est pas donné à tout le monde de donner jusqu'à 2000 tables-bancs à une préfecture, à de différentes écoles. Je crois qu'avec ces tables-bancs-là, beaucoup de problèmes seront réglés dans les établissements scolaires. Cette action humanitaire est portée par la Fondation Nana Année 15. Depuis 2012, la Fondation s'est employée à mener plusieurs actions en faveur de la promotion de l'excellence en milieu scolaire. En 5 ans, nous avons construit des salles de classe, décongestionné des salles de classe qui comportaient à notre arrivée 150 élèves, apporté des tables-bancs, apporté de l'eau potable dans les écoles, de l'électricité, doter les écoles de latrines. Et le programme de cette année 2016-2017 était la dotation de 2000 tables-bancs, dont le programme se termine aujourd'hui. À notre grande satisfaction, le défi de demain, ce serait toujours de continuer à regarder de près et à aller dans le sens des décisions du pouvoir central, du gouvernement, à les accompagner, à ce que la meilleure éducation soit dispensée à nos enfants dans les écoles sur le territoire national. Prochain chantier de la Fondation Nana Année 15, mobiliser plus de 1,8 milliard de francs CFA sur les 5 ou 10 ans à venir pour construire et rénover les bâtiments scolaires des écoles de la préfecture des Lacs. Se communiquer pour poursuivre cette édition dans le cadre du volet stage d'excellence du programme Vacances utiles et citoyennes. Le ministère du Développement à la base en charge de la jeunesse et de l'emploi des jeunes a négocié et obtenu auprès de plusieurs entreprises des postes de stage dans divers domaines au profit des jeunes diplômés. À cet effet, le ministre invite les jeunes diplômés meilleurs de leur promotion des années académiques 2015-2016, 2016-2017
désireux de bénéficier de ces stages de bien vouloir introduire un dossier en ce sens auprès de la direction de la jeunesse et de l'emploi des jeunes au plus tard le 30 juillet 2017. Le dossier à fournir est à consulter dans le quotidien Togo Presse. Le port autonome de Lomé renforce son partenariat avec la presse. Et ce jeudi, c'est la journée de la presse qui a été organisée dans l'institution. Les responsables du port autonome de Lomé ont saisi cette occasion pour donner des informations sur les activités portuaires aux hommes des médias. Le compte rendu avec Marceline Tchakpala et Rachel Aoko. Moteur de l'économie togolaise, le port autonome de Lomé est le principal canal d'échange commercial du Togo avec les autres pays. Seul port en eau profonde de la sous-région, le port autonome de Lomé a enregistré pour ces dernières années, en 2014 par exemple, 9 280 000 tonnes de marchandises, 15 413 000 tonnes en 2015, 13 984 000 tonnes en 2016 et 5 300 000 tonnes de marchandises ont été manipulées déjà durant les 4 premiers mois de l'année 2017. Il s'agit donc pour les autorités portuaires de rendre plus visibles leurs actions qui ne vont pas sans difficulté. La barre est redressée. Nous avons été dans le pays de l'Interland, nous sommes revenus le 23 mai, nous leur avons expliqué, nous leur avons parlé ouvertement en leur disant que il y a les atouts du port autonome de Lomé qui sont là et qui leur permettent de sécuriser leurs marchandises. Ils n'ont qu'à en profiter. Et nous sommes venus aussi parler à nos ministres des préoccupations auxquelles nous étions confrontés. Et c'est pour cela que le gouvernement aussi a pris certaines mesures. Vous savez, tout ce que nous faisons, c'est toujours dans l'intérêt de la population. Outil de l'intégration sous-régionale, le port autonome de Lomé ambitionne de renforcer ses activités dans la mesure où il jouit d'une infrastructure moderne. La construction d'une voie ferroviaire reliant Lomé à Saint-Cassé est un défi majeur que compte relever le port autonome de Lomé afin de faciliter et d'accroître ses échanges. Et nous ouvrons à présent la page des sports avec notre ami des jeudis, Claude. Claude, bonsoir. Oui, bonsoir Anita. Claude, les obsèques de l'ancien champion d'Afrique des poids coqs, Messan Palongo, auront lieu ce week-end. Effectivement, Anita, décédé le 7 juin à Lomé, John Messan Palongo sera inhumé samedi à Lomé après la veillée demain, avant de revenir sur les temps forts de ses obsèques. Un hommage lui est rendu à travers ce dossier concordé par Jean Kofi Editi. Une lumière vient de s'éteindre dans ma vie. Le sport togolais et la boxe en particulier pleurent un grand nom. John Kodjo Messan alias Palongo, 4 fois champion d'Afrique, Palongo reste le boxeur le plus titré de l'histoire du noble art togolais. Palongo, c'est un boxeur très excellent. Excellent parce qu'il est assidu à l'entraînement, il est persévérant à l'entraînement et il est tellement mobile sur le ring. C'est à cause de sa mobilité que Palongo est devenu champion des champions parce qu'il a conquéri le titre africain 5 fois et l'a remporté 4 bonnes fois. Palongo était un doyen pour moi. Quand j'étais rentré dans la boxe, on m'a recruté pour Palongo. Si Palongo a combat aujourd'hui, c'est Langan Messan qui a combat et on s'entraîne dans la matinée ensemble, dans l'après-midi ensemble, dans la nuit ensemble. Mais le combat qui m'a plus marqué, c'est le combat contre Soule Chitou ici au Togo. Retour, combat de revanche. Et le gouvernement ghanéen a dit que ce combat n'aura plus lieu au Togo, mais à Accra. Et Palongo, durant les 12 rounds, a mené de la première reprise jusqu'aux dernières reprises. C'est le seul combat qui m'a plu. Et le public ghanéen dansait sur le rythme de Palongo Longo. Palongo Ningi Mao Mao, Palongo Longo. Palongo Ningi Mao Mao, du début jusqu'à la fin du combat. C'est un monsieur, on l'appelait le cogneur. Il était un vrai boxeur. Et je l'ai connu particulièrement en tant qu'ancien président d'Asfosa. Et le ring du club Asfosa était installé chez lui.
Ce monsieur, avec son palmarès de 65 combats, 3 nuls, ce n'est pas rien. Et nous devons vraiment, en tant que fédération actuelle, lui rendre vraiment un grand hommage. Vice-champion du monde en 1979, Palogo a à son actif 65 combats, dont 51 victoires, 6 arrêts de l'arbitre, 3 nuls et 4 défaites. Le champion laisse derrière lui un vide. Avant qu'un Africain n'accède au titre mondial, c'est un Africain de classe exceptionnelle. Mais Palongo l'a fait. Palongo sur le ring, tout le monde le connaissait d'un danseur, d'un dribbleur. Vous allez envoyer 5 coups, à peine un coup va l'atteindre. Aujourd'hui, paix à son homme, si Palongo n'y est plus, il nous a laissé de sérieux espoirs à pouvoir s'initier au plus haut sommet en boxe. Malheureusement, que la boxe togolaise peine à marcher, mais Inch'Allah, tôt ou tard, nous en sortirons et nous ferons la preuve de Palongo. Nous ferons la preuve de Palongo, même plus que Palongo. Il est vraiment un champion international. Et nous devons prendre l'exemple sur lui. Au jour d'aujourd'hui, les amateurs, les boxeurs professionnels devaient prendre beaucoup d'exemples sur lui. Et je pense que nous allons essayer de leur inculquer ce que Palongo a eu comme bon palmarès. Né en 1942, John Kodjo Messan alias Palogo a passé son enfance au Ghana où il a embrassé sa carrière avant de regagner le Togo, son pays. Il s'est éteint des suites d'une longue maladie le 7 juin dernier, dans sa 75e année. Oh, ne nous oublie pas, nous. Et Claude, après la boxe, on parle football à présent avec la saison 2017-2018 qui s'ouvre bientôt en Europe. Et d'ores et déjà, les transferts vont bon train. C'est le cas de Lionel Messi qui a prolongé son contrat jusqu'en 2021 avec Barça. Alexandre Lacazette va à Arsenal et Pepe pose ses valises à Bekistas. Feuilleton qui agitait le monde du football depuis plusieurs mois, il a pris fin ce mercredi. Le FC Barcelone a annoncé la prolongation de contrat de Lionel Messi. Le quintuple Ballon d'Or a re-signé jusqu'en 2021 avec son club de toujours. L'accord sera signé dans les prochaines semaines lorsque Messi sera de retour au centre d'entraînement du Barça. Selon Mundo Deportivo, les deux parties se seraient entendues autour d'un salaire de 35 millions d'euros annuels. Des émoluments qui feraient de Messi le deuxième joueur le mieux payé au monde derrière Carlos Tevez, qui touche lui 38 millions d'euros par an au Shanghai chinois. Alexandre Lacazette très prochainement dans les rangs d'Arsenal. Le buteur lyonnais est arrivé hier à Londres et a passé sa visite médicale. À 26 ans, le Guadeloupéen élu meilleur joueur de Ligue 1 en 2015 deviendrait le 30e Français de l'histoire du club londonien. Avec un montant de transfert supérieur à 50 millions d'euros, Alexandre Lacazette représenterait ainsi la plus grosse vente jamais réalisée par l'OL, tout comme il deviendrait le plus gros achat jamais concrétisé par les Gunners. Sa signature devrait être officialisée dans la journée. Longtemps annoncé au Paris Saint-Germain, Pepe s'est finalement engagé avec le Beşiktaş. Après 10 ans au Real Madrid, le défenseur portugais était libre de tout contrat. À 34 ans, il a signé pour 2 saisons avec le dernier champion de Turquie. Oui, Claude. Oui, Anita, c'est l'essentiel de la part des sports de ce jeudi 6 juillet 2017. Le temps d'informer les amis télésportifs passionnés du football que demain, à partir de 21h, la division de sport de la télévision togolaise animera une émission spéciale sur le bilan de la saison 2016-2017. Donc, à partir de 21h sur la TVT. Oui, Claude, à partir de 21h en lieu et place donc de l'émission Au cœur de la nation. Et Claude, nous nous retrouvons jeudi prochain. Et pour terminer, sachez que le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, président de la Commission nationale du Hadj, rappelle aux personnes désireuses d'effectuer le pèlerinage au lieu saint de l'islam que les inscriptions pour l'accomplissement du Hadj, édition 2017, lancée depuis le 12 juin dernier, seront définitivement arrêtées le lundi 10 juillet 2017. Par conséquent, les derniers pèlerins désireux d'accomplir le Hadj 2017 sont invités à s'inscrire dans les 5 jours restants. Et c'est sur ce communiqué que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Adolphe Paca vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition du journal. Au revoir.